Qui t'a donné l'autorisation de prendre la parole ici? Assieds-toi. Tu portes le nom de Bradley uniquement par charité de ma part. Mais ici, tu ne seras jamais rien d'autre qu'un zéro. N'ose pas salir ma réputation. C'était le hurlement de mon beau-père, le lieutenant-général 3 étoiles Richard Bradley. Autour de nous, 200 officiers de haut rang ont éclaté d'un rire moqueur. Au lieu de verser une larme, j'ai fermement appuyé mon dos contre ma chaise en plastique, gardant mon visage de marbre, et dénué de toute expression. Pendant 33 ans, je n'avais été qu'une ombre invisible, n'existant que pour servir son ego fragile et narcissique. Mais le sourire narquois du général s'est soudainement figé. Bam! Les lourdes portes de l'auditorium ont été ouvertes à grands coups de pied. Le colonel Nathan Vance, du commandement des opérations spéciales interarmées, JSOC, est entré à grands pas ignorant totalement le général. Vance a planté son regard dans le mien. Moi, la moins que rien assise au tout dernier rang. Il venait me chercher. Et mon indicatif n'était certainement pas celui de la profiteuse que Richard pensait que j'étais. Avant de vous raconter exactement comment j'ai anéanti son pouvoir illusoire, prenez une seconde pour cliquer sur j'aime et vous abonner. Surtout si votre propre famille vous a déjà tourné le dos. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Les lourdes doubles portes en bois, à l'arrière de l'auditorium de Fort Bragg, ne se sont pas contentées de s'ouvrir. Elles ont été fracassées. Les charnières métalliques ont grincé, alors que le bois claquait violemment contre la cloison sèche. 200 officiers commissionnés ont sursauté sur leurs chaises. C'étaient les ronds de cuir, les huiles, les gratte-papier. Ceux qui menaient leur guerre avec des diapositives PowerPoint, et des taches de café sur leur cravate. Une seconde plus tôt, ils riaient de moi en train de faire de la lèche à mon beau-père. Maintenant, un silence de mort régnait. Le colonel Nathan Vance n'est pas simplement entré dans la pièce. Il a avancé. Il portait une veste tactique délavée par-dessus son uniforme. Pas de médaille brillante, pas de chaussures de ville cirées. Juste des bottes de combat éraflées. Tude. Ses lourdes semelles en caoutchouc écrasaient le sol en linoléum bon marché, brisant le silence de la pièce à chaque pas. Richard s'est levé au pupitre, à l'avant. Son visage a pris une teinte violacée profonde et laide. Il a ajusté son col, bombant le torse pour s'assurer que les 3 étoiles d'argent épinglées sur sa poitrine accrochent la lumière fluorescente. Il s'est raclé la gorge, essayant de projeter sa voix de commandement. Écoutez, colonel. Vance n'a même pas scié. Il n'a pas ralenti. Il a simplement levé un avant-bras épais, et a poussé Richard par l'épaule, écartant le général comme on écarte une chaise cassée, qui bloque un couloir. Richard a trébuché en arrière. Sa mâchoire s'est décrochée. Les 3 étoiles d'argent ressemblaient soudain à des jouets en plastique bon marché. Le major Thomas Yates, le petit chien de garde préféré de Richard, s'est physiquement recroquevillé derrière une rangée de chaises. Une goutte de sueur a roulé le long de sa tempe. Il ressemblait à un rat coincé dans un coin. Terrifié à l'idée de croiser le regard du super prédateur, qui venait d'entrer dans la pièce. Vance a continué à avancer dans l'allée centrale. Toutes les têtes se sont tournées pour le regarder. Il s'en fichait. Ses yeux étaient rivés droit devant. Rangée Z, siège 14. Le tout dernier rang de la salle. Mon siège. Vance s'est arrêté pile devant moi. Le souffle froid de la climatisation de la pièce m'a frappé la nuque. Mais tout ce que je pouvais sentir, c'était l'odeur métallique et piquante du solvant pour Armopes numéro 9. Et la vieille sueur qui émanait de la veste de Vance. Cela étouffait complètement l'odeur stérile et écœurante de la cire pour sol de l'auditorium. Il a plongé la main à l'intérieur de son manteau. Il n'a pas sorti une enveloppe Kraft standard. Il a sorti un dossier rouge, renforcé par un treillis métallique en acier. Trafic flash du Pentagone. Top secret. Il l'a jeté sur la table pliante devant moi. Mon atout, a déclaré Vance. Sa voix était graveleuse, basse, plate et absolue. Sur le moment, il n'a pas utilisé mon grade. Il n'a pas utilisé mon nom. Il n'a même pas prêté attention aux 200 personnes qui nous dévisageaient la bouche ouverte. Depuis l'avant de la pièce, Richard a finalement retrouvé sa voix. Elle a déraillé. Le ton retentissant et arrogant qu'il venait d'utiliser pour m'humilier, avait disparu. Remplacé par une panique désespérée et balbutiante.
Il avait besoin de sauver la face devant son public. Colonel, attendez une minute, a bégayé Richard, en s'avançant mais en gardant prudemment ses distances. Ma fille, elle ne gère que la logistique administrative. Elle classe de la paperasse. Elle ne relève pas de votre juridiction. Vous vous trompez d'officier. Je n'ai pas regardé Richard. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de voir ma colère. Je ne lui ai pas accordé une larme, un regard furieux, ou un seul mot de justification. Mon rythme cardiaque est resté bloqué à 60 battements par minute. Un engourdissement tactique. C'était un interrupteur de survie dans mon cerveau, que j'avais appris à actionner il y a longtemps. Je me suis levé de ma chaise. Lentement, délibérément. J'ai baissé les yeux vers mon uniforme, et j'ai passé mes mains sur le tissu. Lissant parfaitement un petit pli invisible sur mon pantalon. Je me suis penché, j'ai attrapé le haut de ma chaise pliante en plastique bon marché, et je l'ai poussé sous la table. Screech. Le bruit du pied en plastique raclant contre le sol a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Ce fut la seule réponse que Richard obtint. Je me suis avancé dans l'allée. Je me suis placé juste derrière l'épaule droite de Vance. Nous avons remonté le centre de la pièce. Personne n'a bougé. Personne n'a chuchoté. Les mêmes officiers qui ricanaient de moi l'instant précédent, pressaient maintenant leur colonne vertébrale contre leur chaise pour nous laisser passer. Ils l'ont ressenti. Le changement de gravité, massif et indéniable. Ils ne savaient pas qui j'étais vraiment, mais ils étaient sûrs d'une chose. Le pouvoir, dans cette pièce, n'appartenait pas au général au pupitre. Nous avons poussé les doubles portes et sommes sortis dans la chaleur aveuglante de la Caroline du Nord. Il n'y avait pas de temps pour les bavardages. Vance n'a pas regardé en arrière, et je n'ai pas ralenti. Nous avons atteint le tarmac derrière le bâtiment principal, juste au moment où un Black Hawk MH-60 noir mat se posait. Le souffle du rotor nous a percutés, fouettant mes cheveux sur mon visage, et me piquant les yeux avec du gravier. J'ai grimpé à l'arrière de l'hélicoptère. Vance s'est glissé à côté de moi, et a claqué la lourde porte coulissante. Les moteurs ont rugi. Alors que nous quittions le sol, le bruit assourdissant de la turbine a englouti toute la base. Noyant l'humiliation, les faux sourires, et la bureaucratie étouffante de Fort Bragg. Nous avons viré brusquement vers l'est. J'ai fermé les yeux, appuyant ma tête en arrière contre l'armature métallique. J'ai laissé la lourde vibration du plancher résonner dans les semelles de mes bottes. Touac, touac, touac. Les immenses pales du rotor déchiraient le ciel. Mais à mesure que l'hélicoptère montait, le son a commencé à changer. Le battement lourd et rythmique des pales a commencé à s'amenuiser dans ma tête. Il est devenu plus net, plus aigu. Touac, clac, clinc. Le rugissement du Black Hawk s'est entièrement estompé, remplacé par le tintement aigu et sec, d'une fourchette en argent heurtant une assiette en porcelaine. Le vent glacial du ciel ouvert s'est évanoui. Soudainement, l'air est devenu épais. M'étouffant avec l'odeur de la graisse de dinde rôtie, de la sauce épaisse, et de la cire pour meubles au citron. C'était une nuit glaciale de novembre. Il y a 15 ans. Le hachage lourd et rythmique des rotors du Black Hawk s'est fondu en un tintement aigu et perçant. Clinc, clinc, clinc. De l'argent heurtant de la porcelaine hors de prix. Le vent glacial du ciel ouvert s'est dissous. Soudain, l'air est devenu lourd. M'étouffant avec l'odeur de la graisse de dinde rôtie, de la sauce épaisse, et du nettoyant pour bois au citron. C'était la nuit de Thanksgiving, il y a 15 ans. Une immense propriété en briques dans les banlieues huppées de Chicago. J'avais 18 ans. J'étouffais dans un pull en laine rigide. Assise au bout d'une longue table de salle à manger en acajou. Le lustre en cristal au-dessus de nous, projetait de lourdes ombres jaunes à travers la pièce. La table était un champ de bataille, de faux sourires et de règles non dites. J'ai glissé la main dans ma poche. Mes doigts ont frôlé un morceau de papier plié. Les bords en étaient usés, car je l'avais serré si fort tout au long du chemin du retour depuis le bureau de recrutement. Je l'ai sorti, j'ai lissé les plis sur ma cuisse, et je l'ai posé juste à côté de l'assiette de Richard. C'étaient mes résultats à la batterie de tests d'aptitude professionnelle des forces armées, ASVAB. Un score dans le 99e percentile. Le 1% supérieur de tout le pays. Des notes maximales parfaites en compréhension mécanique, en électronique, et en sciences générales. Un billet d'or, pour n'importe quel poste militaire que je désirais.
J'ai poussé le papier d'une fraction de pouce, pour le rapprocher de son verre d'eau. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste tenue droite, les épaules carrées. Attendant qu'il baisse les yeux. Attendant un seul hochement de tête, une seule once de respect. Ma mère, Evelyne, était assise en face de moi. Elle avait une cuillère en argent, enfouie profondément dans un bol en verre de sauce au canneberge. Au moment où le papier a touché la table, elle s'est figée. La cuillère est restée suspendue en l'air. Une goutte de sauce rouge foncée est tombée, tachant la nappe blanche immaculée. Elle a regardé le papier, puis moi. Ses yeux étaient écarquillés, vitreux, et complètement remplis de terreur. « Ne fais pas ça, Kira. » Son regard le hurlait à travers la table. « Ne gâche pas ma vie. Ne le mets pas en colère. » Elle avait vendu sa fierté il y a des années, pour un code postal UP et un compte bancaire joint. Elle voulait que je fasse exactement la même chose. Richard s'est arrêté de mâcher. Il a essuyé le coin de sa bouche avec une serviette en lin. La pliant en un carré parfaitement net avant de la poser. Il a pris ma feuille de résultat. Il n'a pas lu les chiffres. Il a juste fixé le sceau militaire en haut. Un sourire narquois, lent et laid, s'est dessiné sur son visage. Il a laissé tomber le papier sur la table, et a tapoté le centre avec sa lourde fourchette en argent. Clinc, clinc, clinc. Qu'est-ce que c'est censé prouver, Kira? Sa voix était basse, étirant chaque syllabe avec un dégoût absolu. J'ai gardé le menton droit. Ça veut dire que je suis qualifié pour n'importe quoi. Richard a ri. Un son sec et dur, venu du fond de sa gorge. L'armée n'est pas pour les petites filles, et elle n'est certainement pas pour les étrangers. Il s'est penché en avant, posant ses lourds avant-bras sur la table. Les 3 étoiles sur son col ont accroché la lumière du lustre. Tu portes mon nom de famille, mais tu n'as pas le sang. Tu n'as pas l'ADN de guerrier des Bradley. Tu es biologiquement une civile. Tu comprends? J'ai senti ma mâchoire se crisper. Je n'ai pas cligné des yeux. Il a fait un geste du poignet. Le papier a glissé sur la nappe en lin lisse. S'arrêtant net juste devant mon assiette. Arrête de jouer au soldat, a ricané Richard. Trouve un avocat d'affaires à épouser. Apporte de l'argent, du vrai, dans cette famille. C'est comme ça que tu me rembourseras pour le toit que tu as au-dessus de la tête. Il n'a même pas attendu que je détourne le regard. Il a tourné la tête vers la droite, changeant instantanément de posture. L'hostilité a disparu. Remplacée par une fierté écœurante et chaleureuse. Il a regardé Tyler. Tyler était le fils biologique de Richard. Il avait 25 ans, et était un peu enrobé. Son assiette était une montagne de purée de pommes de terre, et de viande brune. Il avait le front gras et luisant. 3 semaines plus tôt, Tyler s'était fait renvoyer de l'académie militaire de West Point. Il avait échoué 2 fois au test d'aptitude physique. Et il l'avait surpris en train de tricher à un examen d'orientation terrestre. C'était un lâche, un menteur, et un échec total. « Mange, mon fils » a dit Richard, en tendant le bras pour presser l'épaisse épaule de Tyler. « Tu as besoin de prendre des forces. J'ai passé quelques coups de fil cet après-midi. Le conseil d'administration de Lockheed a approuvé ton nouveau poste. » Tyler a mâché la bouche ouverte, déglutissant bruyamment. Directeur de la gestion des contrats de défense. Richard rayonnait, lui servant un nouveau verre de scotch hors de prix. Ils n'ont même pas eu besoin d'un entretien. Je leur ai dit qui tu étais. La lignée des Bradley est faite pour diriger, Tyler. Tu vas diriger cette division d'ici 5 ans. Tyler a souri avec suffisance, en levant son verre. Il m'a lancé un regard paresseux et arrogant à travers la table. Le garçon en or. Un morceau de métal rouillé et inutile, plaqué d'or factice. À qui l'on remettait les clés du royaume, simplement à cause de l'ADN qui coulait dans ses veines épaisses. Et moi. Le 1% supérieur du pays. Rejeté à travers la table comme un déchet. J'ai baissé les yeux vers le lin blanc. Vers le papier. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai pris ma fourchette, et j'ai mangé une bouchée de dinde sèche. Elle avait le goût de la sueur et du cuivre. Minuit. La maison était silencieuse. La température avait chuté, rendant le parquet en bois dur de ma chambre glaciale. J'étais allongé à plat ventre. Le côté de mon visage fermement pressé contre les lattes de bois glacé.
Ma gorge brûlait. Une douleur aiguë et acide remontait le long de mon œsophage, m'étouffant. Reflux gastrique. Le poids physique de la rage que j'avais ravalée à table rongeait la paroi de mon estomac. J'ai tendu le bras dans le noir, glissant ma main profondément sous le cadre du lit. Mes doigts ont raclé la poussière, jusqu'à ce que je sente le bord froid et dur d'une boîte en métal. Je l'ai tirée. C'était une vieille boîte de munitions rouillée. Les charnières ont gémi quand j'ai fait sauter le loquet. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, pas de journaux intimes, pas de maquillage. La boîte était remplie de lourdes feuilles de papier cartonné. Des cibles de tir, des dizaines. J'en ai sorti une, et je l'ai tenue sous la pâle lumière de la lune qui filtrait à travers les stores. Une silhouette noire. Le centre de la cible était complètement déchiqueté. Un trou parfait et dentelé, de la taille d'une pièce de 25 cents. 30 cartouches. Tiré à 300 yards, 270 mètres, avec un fusil emprunté, dans un stand de tir public en terre battue en dehors des limites de la ville. Un groupement si serré, si mathématiquement parfait. Que des hommes faits, présents sur le stand, avaient arrêté de tirer juste pour me regarder. J'ai tracé les bords irréguliers du trou de balle avec mon pouce. Richard avait raison sur un point. Je n'étais pas une Bradley. J'étais quelque chose de bien pire. J'étais une arme sans maître. J'ai regardé le groupement de tir parfait. Et la vérité glaciale m'a enfin frappé. La reconnaissance n'arriverait jamais. Si je voulais survivre dans cette maison, mon talent ne pouvait pas être une source de fierté. Il devait être un secret. Je devais apprendre à cacher mes compétences, exactement de la même manière qu'un tueur cache un cadavre. J'ai remis le papier dans la boîte rouillée. J'ai fermé le lourd couvercle. J'ai enclenché le loquet en métal, m'enfermant moi-même dans l'obscurité. 3 ans plus tard. L'air dans l'infirmerie de la base sentait l'eau de javel industriel, l'iode rassis, et le plastique bon marché. J'étais allongé sur le dos, sur un lit de camp étroit et rigide. Chaque fois que ma poitrine se soulevait, une pointe de douleur acérée me transperçait les poumons. 2 côtes sur mon côté gauche étaient cassées net. La coiffe des rotateurs de mon épaule droite était déchiquetée. Déchirée lors d'un exercice d'infiltration sur corde lisse, quand l'hélicoptère avait fait un brusque et violent mouvement d'inclinaison. Le médecin de la base m'avait dit que j'avais de la chance, de ne pas m'être arraché le bras de l'orbite. Il m'a prescrit du repos, des analgésiques, et un formulaire de décharge médicale qui m'attendait sur le bloc-notes, au pied de mon lit. Je n'ai pas touché aux pilules. J'avais besoin de la douleur. J'en avais besoin pour garder l'esprit clair. Sur la table de chevet en verre à côté de mon lit, mon téléphone a vibré. BZZ. Le bruit dur a résonné contre le verre, dans la chambre sombre et silencieuse. J'ai tourné la tête lentement. J'ai tendu la main gauche, pour attraper l'appareil. La lumière bleue de l'écran a illuminé les cernes sombres sous mes yeux. Un nouveau message de Richard. Il ne demandait pas si j'étais en vie. Il ne demandait pas si je pouvais respirer. Il ne demandait pas si l'opération s'était bien passée. J'ai ouvert le message. Laisse tomber ce grade. L'avocat d'affaires, Oliver, attend toujours. Arrête de faire honte au nom de cette famille, avec tes sales jeux de soldats. Tu es en train de ruiner ta valeur. J'ai lu les mots 3 fois. Les lettres lumineuses se sont gravées dans mes rétines. Mes os brisés. Mes muscles déchirés. Le sang que j'avais versé à l'entraînement, pour défendre le pays. Rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit pour lui. Pour Richard, mon corps physique n'était qu'un atout commercial. J'étais un produit posé sur une étagère. Et mon service militaire n'était qu'une bosse sur l'emballage. Il était contrarié. Parce qu'une fille avec une épaule en miettes et des côtes cassées, était plus difficile à vendre à un riche avocat d'affaires. J'ai fixé le plafond en plaques de plâtre fissurées. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai pas jeté le téléphone contre le mur. Au lieu de ça, un lourd bloc de glace s'est formé tout au fond de mon estomac. La colère a disparu, remplacée par une clarté permanente et glaçante. J'ai appuyé mon pouce sur l'écran. Supprimer. J'ai posé le téléphone face vers le bas, sur la table en verre. J'ai fermé les yeux, et j'ai écouté le bip régulier et rythmique du moniteur cardiaque, à côté de mon lit. La fille faible et pathétique, qui implorait l'approbation d'un père.
A cessé de respirer, sur ce matelas d'hôpital bon marché. 6 mois plus tard. Je ne suis pas retourné à Chicago. Je n'ai pas appelé l'avocat. J'ai marché droit dans la boue. Camp McHale, en Caroline du Nord. Sélection des tireurs d'élite de la Delta Force. Il était 2 heures du matin. Le ciel était un vide d'un noir d'encre, occultant la lune et les étoiles. J'étais allongé face contre terre, dans un fossé de drainage. La boue en dessous de moi était une pâte épaisse et pourrissante, composée d'aiguilles de pin mortes, d'eau de marécage stagnante, et d'insectes en décomposition. Je portais une tenue de camouflage, ghillie-suie, complète. Les bandes de toile de jute et le filet synthétique étaient complètement gorgés d'eau. Ajoutant 55 livres, 25 kg, de poids mort, directement sur mes côtes fraîchement guéries. Chaque respiration que je prenais exigeait un effort conscient et atroce, pour soulever la lourde combinaison mouillée, juste assez pour aspirer de l'oxygène dans mes poumons. La température a chuté à 39 degrés Fahrenheit, 4 degrés Celsius. Le froid glacial ne faisait pas que glacer la peau. Il mordait à travers le muscle. Il s'enfonçait jusqu'à la moelle de mes os. Mes doigts étaient complètement engourdis. Verrouillés dans une prise rigide, autour de la crosse de mon fusil. Une grosse fourmi de feu rouge a rampé hors des feuilles en décomposition. Elle s'est déplacée lentement, sur l'arête de mon nez. J'ai senti ses petites pattes hérissées, gratter ma peau gelée. Elle s'est arrêtée juste au-dessus de mon œil gauche. Elle a planté ses mandibules directement dans la chair fine de ma paupière, et m'a piqué. Une décharge de venin vive et fulgurante a traversé mon nerf optique. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas tressailli. J'ai ralenti mon rythme cardiaque. 60 battements par minute. 50 battements. 45. J'ai forcé mon corps à devenir un cadavre. Profondément à l'intérieur du bas de mon abdomen, une douleur sourde et aveuglante a commencé à se propager. Ma vessie était tendue à sa limite absolue. La douleur était aiguë, palpitante au rythme de mes battements de cœur ralentis. Un souvenir a flashé derrière mes yeux. Dans l'immaculée propriété à 1 million d'euros de Richard, je devais demander la permission, rien que pour utiliser la salle de bain des invités. J'avais reçu des instructions strictes, pour essuyer le lavabo en porcelaine avec un chiffon en microfibre, après m'être lavé les mains. Juste pour ne pas laisser une seule trace de mon existence, dans sa maison parfaite. J'avais été entraîné à être invisible, par honte. Dans ce fossé glacial, j'ai utilisé cet entraînement pour la guerre. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas demandé de pause. Je me suis juste laissé aller. J'ai uriné directement dans mon pantalon d'uniforme. Une brève et pathétique vague de chaleur s'est répandue sur l'intérieur de mes cuisses, imprégnant les couches thermiques de mon pantalon de combat. Ce fut un soulagement momentané. Mais 30 secondes plus tard, le vent glacial de Caroline du Nord a transpercé le tissu mouillé. La brève chaleur s'est transformée en glace solide, gelant le tissu directement sur ma peau à vif. C'était dégradant. C'était dégoûtant. C'était un pouvoir absolu et indéniable. Slosh, slosh, slosh. De lourdes bottes de combat déchiraient l'eau du marécage. Une patrouille de 3 instructeurs Delta marchait directement vers ma position. Ils chassaient activement les candidats, éliminant les faibles, cherchant quiconque frissonnait, quiconque tressaillait, quiconque craquait. Ils sont passés juste à côté de ma tête. Le talon de la botte d'un instructeur s'est abattu à moins de 18 pouces, 45 cm, de mon visage, éclaboussant de l'eau de marécage glacial, directement dans mes yeux ouverts et fixes. Leur puissante lampe de poche tactique coupait l'obscurité, balayant un faisceau blanc aveuglant, juste sur mon dos. Ils ont baissé les yeux. Ils ont vu un tas de broussailles mortes. Un monticule de mauvaises herbes de marécage en décomposition. Ils ont continué à marcher. Leurs pas se sont estompés, dans la lisière noire de la forêt. J'ai expiré un souffle si faible, qu'il n'a même pas fait frémir la flaque de boue, reposant à un quart de pouce de ma bouche. Le bloc de glace glaciale dans mon estomac a palpité. La belle-fille était morte. Kira n'était plus. Fantôme s'est a ouvert les yeux, le regard vide, à travers la nuit d'encre. 6 mois plus tard. La chaleur irradiant des rochers escarpés au Moyen-Orient était assez épaisse pour s'y étouffer. J'étais allongé à plat ventre sur une étroite ligne de crête,
suspendu à 800 yards, 730 mètres, au-dessus du fond de la vallée. Mon œil droit était fermement appuyé contre la bonnette en caoutchouc de la lunette de mon fusil. À travers le verre grossissant, le monde se réduisait à un seul complexe sale, dans la poussière en contrebas. Une escouade de Rangers de l'armée américaine était clouée au sol derrière un mur de boue en ruine. Des tirs de mitrailleuses lourdes réduisaient en miettes les briques, juste au-dessus de leur tête. Puis, je l'ai vu. Un combattant hostile est sorti sur le balcon du 2e étage du complexe. Il a hissé un RPG de fabrication soviétique, sur son épaule. L'ogive d'un verre terne, pointé directement vers le bas sur les Rangers piégés. S'il appuyait sur la gâchette. 12 sacs mortuaires américains allaient rentrer à la maison. Dans le silence de mort de mon esprit. La voix de Richard a résonné. Tu n'as pas l'ADN d'un guerrier. Tu es biologiquement un civil. Mon rythme cardiaque a baissé. J'ai vérifié les mirages s'élevant des rochers, pour évaluer le vent. J'ai tendu le bras avec ma main gauche, et j'ai cliqué sur la tourelle d'élévation de ma lunette. 2 clics. J'ai pris une lente et profonde inspiration. Laissant l'air sec et brûlant emplir mes poumons. J'ai expiré la moitié de l'air. La pause respiratoire naturelle. Le point le plus bas de l'expiration. Là où le corps humain est complètement immobile. J'ai pressé la lourde détente en métal. Crac. Le fusil a tiré. L'énorme recul m'a projeté en arrière. Enfonçant la crosse en polymère dur, directement dans le creux de mon épaule droite. L'odeur de la poudre brûlée a rempli l'air. À travers la lunette. J'ai regardé la balle couvrir la distance de 800 yards, en moins d'une seconde. Un fin brouillard rose a explosé dans l'air juste au-dessus du balcon. Le combattant s'est effondré en arrière. Le RPG a glissé de son épaule. Dégringolant sans danger, dans la cour poussiéreuse en contrebas. J'ai actionné le verrou. Éjectant la douille brûlante en laiton sur les rochers. Je ne me suis pas senti mal. Je ne me suis pas senti coupable. J'ai juste ressenti une satisfaction froide et absolue, s'installer dans mes os. 3 mois plus tard. Je me tenais au milieu d'une pelouse parfaitement entretenue. Dans les banlieues huppées de Chicago. La fête d'été de la famille Bradley. L'air était lourd, de l'odeur étouffante de l'herbe fraîchement coupée, de l'eau de Cologne hors de prix, et du champagne frappé. Le soleil de l'après-midi tapait, sur une mer de sourires en plastique et de polo aux couleurs pastel. Je portais un chemisier en soie bon marché à manches longues. Boutonné jusqu'à la clavicule. Il faisait 85 degrés, 29 degrés Celsius, mais je ne pouvais pas l'enlever. Sous cette fine couche de tissu bon marché. Se trouvait un énorme hématome violet foncé de la taille d'une assiette. Imprimé de façon permanente dans mon épaule droite, par le recul de mon fusil. Personne sur cette pelouse ne connaissait l'odeur du sang cuivré. Il ne connaissait que le tintement de la glace, contre les parois des verres à cocktail en cristal. Je me tenais près du bord du patio. Tenant un verre de thé glacé non sucré qui condensait. Essayant de me fondre dans le mur de briques derrière moi. Kira, chérie. Je me suis retourné. La femme du sénateur Croft. Une femme pratiquement faite de botox et de colliers de perles. Avançait droit sur moi. Elle avait un verre de chardonnay à moitié vide à la main. Et un faux sourire poli plaqué sur le visage. Le général Bradley m'a dit, que vous étiez parti à l'étranger, a-t-elle dit, en se penchant un peu trop près. Où vous cachiez-vous? Vous nous avez manqué au gala de printemps. J'ai ouvert la bouche. J'allais lui dire la vérité. Pas pour le sang, ou le fusil de précision, ou le brouillard rose. Mais juste la vérité fondamentale, que j'étais en service actif. Que j'avais été déployé. Avant que je ne puisse parler. Une main massive et lourde s'est abattue, sur mon épaule droite blessée. J'ai serré les mâchoires. Ravalant une pointe aiguë de douleur physique. Alors que la pression s'enfonçait profondément dans l'hématome des tissus. C'était Richard. Il s'était approché de moi. Serrant mon épaule dans une prise, qui ressemblait à de l'affection paternelle. Mais qui faisait l'effet d'un étau en acier. Il a adressé un sourire éclatant et aveuglant à la femme du sénateur. Elle faisait du bénévolat en Europe de l'Est, Eleanor, a déclaré Richard. Sa voix était douce, et assez forte, pour que les personnes debout à proximité l'entendent. Vous savez comment sont les jeunes de son âge de nos jours.
Ils adorent aller dans des villages reculés, pour distribuer des rations alimentaires. Ça forge le caractère. Mon sang s'est glacé. Eleanor Croft a hoché la tête, levant son verre dans un salut paresseux. Oh, que c'est adorable. C'est bien, Kira. C'est tellement important de redonner. Richard ne m'a même pas regardé. Il lui a menti en plein visage, sans sourciller. Et je savais exactement pourquoi. Tyler. Le garçon en or avec la lignée des Bradley. Était actuellement assis à une table de patio à 10 pieds de là. S'engraissant sur des contrats de défense d'entreprise qu'il n'avait pas mérités. Si Richard admettait que sa belle-fille, la fille avec l'ADN pourri, était une opératrice d'une unité de mission spéciale de niveau 1. Qu'elle pressait la détente pour le JSOC. Cela détruirait toute sa réalité illusoire. Cela prouverait que sa théorie sur la lignée était une blague. Alors, il m'a effacé. Il a réduit mes déploiements au combat, à une distribution de soupe dans un village. Richard a gardé sa main lourde serrée sur mon épaule. Dominant l'espace physique. Me mettant au défi de le corriger devant la femme d'un sénateur. Je l'ai regardé. J'ai regardé les 3 étoiles sur sa poitrine. Le regard arrogant et imperturbable dans ses yeux. J'ai lentement levé la main. J'ai attrapé son épée poignet. Et j'ai retiré sa main de mon épaule. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié. J'ai juste pris une lente gorgée de mon thé glacé. Il était amer. Les glaçons ont teinté contre le verre. Ressemblant exactement à la fourchette heurtant la table à Thanksgiving. Le bloc de glace dans mon estomac a grossi un peu plus. Devenant solide et lourd. J'ai laissé son mensonge s'enrouler autour de moi, comme un linceul funéraire. Il leur restait exactement une semaine, pour profiter de cette fausse réalité. Avant que je ne la réduise en cendres. Une semaine avant l'incident de Fort Bragg. Un bar minable, sans fenêtre et bon marché, situé à 2 miles à l'extérieur des portes de la base. L'air à l'intérieur sentait la bière rassie, l'eau de Javel, et une décennie de mauvais choix de vie. Le jukebox dans le coin jouait une chanson country lente et grinçante. J'étais assise dans un box en vinyle collant. En face du sergent-chef Brenda Higgins. Brenda avait 52 ans. Elle avait un visage comme du cuir tanné, et des yeux qui pouvaient couper le verre. C'était ma mère poule dans l'unité. Le genre de vétéran qui mâchouillait des lieutenants pour le petit déjeuner. Et qui les faisait descendre avec du café noir. Elle a tiré une longue et forte bouffée d'une cigarette bon marché. La braise ardente a illuminé les rides profondes autour de sa bouche. Elle a soufflé un épais nuage de fumée, directement vers le ventilateur de plafond. Il a retiré ton nom, Kira, a dit Brenda. Sa voix ressemblait à une route de gravier. J'ai tracé le cercle d'eau sur la table avec mon doigt. Mon dossier de promotion? Disparu? Brenda a hoché la tête. Faisant tomber de la cendre dans un cendrier en fer blanc. Le général Bradley a personnellement rayé ton nom de la liste de sélection des OO5 ce matin. Il a dit que tu manquais de prestance de commandement pour être lieutenant-colonel. Je me suis adossé contre le siège en vinyle. Le cuir a gémi sous mon poids. J'ai gardé le visage totalement inexpressif. Il pense probablement que je ne suis pas prête. La logistique administrative est une ascension lente. Brenda a violemment posé son lourd verre de whisky sur la table. La glace a cliqueté bruyamment. Des conneries, a-t-elle craché. Elle s'est penchée à travers la table. Se mettant juste en face de moi. L'odeur du tabac bon marché et de l'alcool se dégageait de son haleine. Ouvre tes foutus yeux, gamine. Il n'est pas aveugle. Il sait exactement à quel point tu es bonne. C'est bien ça le problème. Je l'ai fixé, gardant la mâchoire serrée. Il est terrifié par toi, a chuchoté Brenda. En tapotant un doigt épais et calleux contre la table. Il te regarde. Et il voit un vrai tueur. Un vrai soldat. Et il regarde sa propre lignée. Et il voit un lâche gros et inutile. Il est jaloux, Kira. Il te maintient dans la boue. Parce que si tu te lèves, tu projettes une ombre, juste sur lui. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé la glace fondre dans son verre. 3 nuits plus tard. Le gala annuel de l'armée, au club des officiers. La salle était remplie d'huile. Elle sentait le traiteur hors de prix,
le parfum lourd, et l'arrogance brute. Des serveurs en chemise blanche impeccable, déambulaient dans la foule, portant des plateaux en argent de hors-d'œuvre. Je suis passé par les doubles portes, portant mon uniforme de grande tenue de l'armée. Le tissu était coupé sur mesure, et parfaitement repassé. Les feuilles de chêne dorées d'un major, étaient parfaitement alignées sur mes épaules. J'avais l'air d'un soldat. Je me sentais comme un soldat. Jusqu'à ce que Richard me voie. Il se tenait près du bar dans le coin, avec le sénateur Croft et Oliver. Oliver était l'avocat d'affaires que Richard essayait toujours de me forcer à épouser. Un grand type, lisse, avec trop de gel dans les cheveux et un sourire de prédateur. Au moment où Richard a repéré mon uniforme, son faux sourire poli a disparu. Le muscle de sa mâchoire a tressauté. Il détestait me voir en uniforme. Ça voulait dire que j'appartenais à quelque chose de plus grand que lui. Avant qu'il ne puisse venir à grands pas, et commencer à crier. Un jeune officier a croisé mon chemin. Le capitaine Ryan Foster. Un de mes officiers subalternes. Un bon gamin, intelligent, travailleur, et complètement loyal. Foster s'est arrêté net. A redressé les épaules, et a fait un salut parfait et vif. « Bonsoir, Major Bradley. Vous avez fière allure, madame. » J'ai rendu le salut, ouvrant la bouche pour lui demander des nouvelles de ses ordres de déploiement. Un poids lourd et étouffant s'est interposé entre nous. Richard a forcé le passage. Il n'a pas regardé Foster. Il a fixé directement les feuilles de chêne dorées sur mes épaules. Ses yeux étaient froids, morts, et pleins d'une malice absolue. « Repos, capitaine » a aboyé Richard. Le volume pur de sa voix a fait sursauter 3 personnes qui se tenaient à proximité. Le major Bradley n'est pas de service ce soir. En fait, elle est à peine un officier tout court. Elle est juste ma fille. Foster s'est figé. Sa main est tombée le long de son corps. Il m'a regardé, complètement stupéfait. Richard a tourné son corps massif vers moi, bloquant délibérément Foster hors de la conversation. Il s'est penché, laissant la lourde odeur de scotch vieilli m'envahir le visage. « Chérie » a dit Richard, souriant avec la bouche, mais pas avec les yeux. Le verre du sénateur est vide. Sois une bonne fille. Va au bar, prends-lui un gin tonic, et apporte-moi un scotch. Sec. Vas-y, rends ta présence de parasite dans cette pièce un minimum utile. Le silence autour de nous est tombé en dessous de 0. Foster se tenait là, son visage devenant rouge écarlate, de honte par procuration. Le sénateur a cessé de parler. Oliver a souri narquoisement, faisant tourner la glace dans son verre. Ils observaient tous. Ils attendaient. J'ai eu chaud au visage. Mon cœur frappait contre mes côtes. J'ai serré les poings, enfonçant mes ongles courts si profondément dans mes paumes, que la peau a failli se rompre. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas jeté un verre au visage. J'ai exécuté un demi-tour parfait et net. J'ai marché 20 pieds, 6 mètres, à travers la salle bondée. La marche de la honte. Un officier supérieur allant chercher des verres, comme une serveuse en cocktail. J'ai attrapé le lourd plateau en bois que me tendait le barman. Mes mains ont légèrement tremblé, quand le poids a touché mes paumes. Je suis revenu. J'ai posé les verres sur la table haute, et j'ai fait un pas en arrière. Richard m'a attrapé le coude. Sa poigne était brutale. Les doigts s'enfonçaient directement dans les nerfs au-dessus de mon articulation. Il m'a tiré dans l'ombre d'un épais pilier en béton, hors de la vue du sénateur. « Tu es un produit d'emprunt » a sifflé Richard entre ses dents. De la salive a volé de ses lèvres, heurtant ma joue. « Je t'ai créé. Je t'ai donné ce nom. Je peux arracher ce grade de ta poitrine avec un seul coup de fil. N'essaie plus jamais de m'éclipser dans ma propre maison. » Il a lâché mon bras, laissant une douleur sourde et lancinante dans mon muscle. Cette nuit-là, je me tenais dans la salle de bain principale de mon petit appartement, à l'extérieur de la base. La lumière fluorescente du plafond bourdonnait bruyamment. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai regardé l'uniforme. J'ai regardé la plaque nominative, épinglée au-dessus de ma poche de poitrine droite. Bradley. J'ai tendu la main. J'ai détaché les lourdes épingles en métal, qui maintenaient la plaque en place.
Je l'ai arraché de ma poitrine. Je ne l'ai pas posé doucement. Je l'ai jeté. Smack. Le métal lourd a heurté le plan de travail en verre, ébréchant le bord du miroir. Il ne m'avait pas créé. La guerre m'avait créé. Le sang m'avait créé. La douleur m'avait créé. Pendant 33 ans. J'avais gardé la porte fermée à clé, pour garder le monstre à l'intérieur. J'ai regardé mon reflet vide. J'ai tendu la main, et j'ai éteint la lumière. Il était temps d'ouvrir la porte, pour la tempête. L'air à l'intérieur de l'auditorium de Fort Bragg est devenu complètement lourd. Le colonel Nathan Vance se tenait devant ma table pliante. Le lourd dossier top secret rouge, reposait sous sa main épaisse et cicatrisée. Le treillis métallique qui tapissait l'enveloppe, a accroché la lumière fluorescente crue au-dessus de nous. Derrière lui, Richard s'effondrait. Le général 3 étoiles. L'homme qui avait passé 33 ans à m'écraser la colonne vertébrale, pour se faire paraître plus grand. Rétrécissait physiquement, derrière le pupitre en bois. Sa poitrine, alourdie de médailles d'argent et de fausses fiertés, a commencé à se soulever. Il a regardé Vance, puis moi. Son visage a pris une teinte rouge laide et paniquée. Il perdait le contrôle de son public. Et pour un narcissique, c'était un sort pire que la mort. Il a agrippé les bords du pupitre si fort, que ses jointures sont devenues blanches comme des os. Colonel. Vous faites une énorme erreur, a aboyé Richard. Sa voix était trop forte. Se brisant de désespoir. Il a pointé un doigt épais et tremblant vers moi. C'est un gratte-papier. Elle classe des rapports de logistique. C'est ma belle-fille, et elle ne relève pas de votre juridiction. Vous n'avez pas l'autorité d'entrer dans mon briefing et de retirer mon personnel. Vance ne s'est même pas retourné. Il a juste incliné la tête légèrement, fixant droit devant lui la cloison sèche. Il a pris une lente inspiration. Silence. Il n'a pas hurlé. Il n'a pas crié. Il a juste lâché le mot, comme un bloc de béton sur une table en verre. Le mot a traversé la pièce, faisant cingler l'air. Classé. Richard s'est figé au milieu de sa phrase. Sa mâchoire est restée grande ouverte, complètement détendue. Le major Yates, assis au premier rang, a physiquement reculé, pressant sa colonne vertébrale si fort contre sa chaise qu'elle a grincé. 200 officiers commissionnés ont retenu leur souffle. On pouvait entendre le faible bourdonnement aigu des lumières du plafond. Vance a planté ses yeux dans les miens. Son regard était froid, mécanique et absolu. Il n'y avait aucune pitié. Il n'y avait aucune reconnaissance du drame familial qui se déroulait derrière lui. Il était là pour une arme, pas pour une femme. Statut et désignation, a demandé Vance. Sa voix est descendue d'une octave, raclant le fond de sa gorge. Il était temps. J'ai pris une lente inspiration. J'ai senti le bloc de glace glaciale dans mon estomac se fissurer grand ouvert. La fille effrayée et invisible, qui se recroquevillait sous le nom de Bradley, s'est vidée de son sang, juste là, sur le sol en linoléum bon marché. Je me suis tenu droite, claquant des talons. J'ai regardé à travers Vance. Fantôme 7, ai-je dit. Le nom flottait dans l'air. Lourd. Mortel. 3 officiers dans la 3e rangée ont physiquement tressailli. Le sang a quitté le visage de Yates. Fantôme 7. Ce n'était pas un nom que l'on trouvait sur une liste de logistique. C'était un indicatif de niveau 1. Un fantôme. Un tireur d'élite. Qui faisait le sale boulot que le Pentagone refusait de mettre sur papier. Vance a hoché la tête une fois. Il n'avait pas l'air surpris. Niveau d'habilitation de sécurité? J'ai déplacé mon regard. J'ai regardé par-dessus l'épaule de Vance, verrouillant mes yeux directement sur Richard. Il me dévisageait. Son rictus arrogant et supérieur avait complètement disparu. À la place, il y avait de la terreur pure et nue. Des sueurs froides ont perlé sur son front, brillant sous les lumières. C'était un général 3 étoiles. Il détenait une habilitation top secret de niveau 3. Pendant 15 ans. Il a cru qu'il était assis au sommet absolu de la chaîne alimentaire. Regardant de haut la boue où il m'avait enterré. Je l'ai soutenu du regard. Je voulais qu'il ressente chaque syllabe.
Niveau 5, ai-je dit. Ma voix était complètement plate, ne transmettant aucune émotion. Programme d'accès spécial Yankee White. Contrôle opérationnel direct sous l'autorité du JSOC. Un halètement audible collectif a parcouru la pièce. Niveau 5. C'était la stratosphère du renseignement militaire. Cela signifiait, le président des États-Unis et le secrétaire à la défense. Cela signifiait, que j'avais accès à des sites noirs et à des données opérationnelles, dont Richard ignorait même l'existence. Cela signifiait, qu'aux yeux du gouvernement fédéral, le général 3 étoiles, qui se tenait au pupitre, était pratiquement un civil comparé à moi. La bouche de Richard a bougé, mais aucun son n'en est sorti. Tout son empire de fausse supériorité s'est effondré en poussière, complètement écrasé par la hiérarchie militaire même qu'il vénérait. Au premier rang, le chef d'état-major David Sterling s'est levé. C'était un homme dur et pragmatique, qui détestait le népotisme de Richard. Sterling a ajusté ses lunettes, et a regardé Richard d'un air mortel. Le colonel a raison, général Bradley, a déclaré Sterling, sa voix résonnant avec une autorité glaciale. Vous n'avez pas l'habilitation requise, pour accéder au dossier du major Bradley. En fait, vous n'avez même pas l'habilitation, pour participer à cette conversation. Rompez. Richard avait l'air d'avoir reçu une balle dans le ventre. Il a reculé d'un demi-pas en titubant. Il m'a regardé, les yeux écarquillés et complètement vides. La réalisation l'a frappé comme un train de marchandises. Il avait passé sa vie entière, à polir un déchet rouillé nommé Tyler, tout en passant 15 ans à piétiner un diamant. Kira, a balbutié Richard. Sa voix était faible, pathétique. L'autorité retentissante était morte. Tu ne me l'as jamais dit. Je l'ai regardé. Je ne ressentais plus de colère. Je me sentais juste complètement, totalement vide. Tu n'as jamais posé la question, ai-je répondu. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne lui ai pas fait la morale. J'ai simplement asséné le coup de grâce final. Vous n'avez aucune autorité ici, lieutenant général. Adieu, Richard. Je ne l'ai pas appelé papa. Je ne l'ai pas appelé général. Je l'ai juste appelé par son prénom, le dépouillant de tous les titres derrière lesquels il se cachait. Avant que je ne sorte de cette pièce, et ne le laisse se noyer dans sa propre humiliation. Faites-moi une faveur. Si vous avez déjà eu à couper les ponts avec une personne toxique dans votre vie, pour protéger votre propre santé mentale, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Et laissez un niveau 5 dans les commentaires, si vous savez exactement à quel point ça fait du bien de reprendre enfin le pouvoir. Je suis sorti de derrière la table pliante. Je ne l'ai pas regardé à nouveau. Je suis passé devant Vance, ignorant les 200 paires d'yeux, qui me fixaient dans un silence complet et terrifié. J'ai poussé la lourde porte latérale de l'auditorium, sortant dans la lumière du soleil aveuglante et brûlante. Le lourd touac, touac, touac des rotors du Black Hawk, battait contre ma poitrine, prêt à me ramener à la guerre. 72 heures plus tard, la chaleur à l'intérieur du site noir était complètement étouffante. C'était un complexe non identifié, enfoui profondément dans une vallée anonyme du Moyen-Orient. L'air, qui filtrait à travers l'étroite cache de tireurs d'élite, sentait le sable brûlé, la sueur humaine, et le carburant diesel brut. J'étais allongé à plat ventre sur une dalle de béton. Une lourde couverture balistique drapée sur mes épaules. Mon œil était fermement appuyé contre la lunette de mon fusil. À 2400 mètres de là. À plus d'1,5 km. L'élément delta du colonel Vance était cloué au sol, derrière une rangée de véhicules civils détruits. Des tirs de mitrailleuses lourdes s'abattaient sur eux. Depuis une tour de garde surélevée, à la lisière de la ville. S'il bougeait, il mourrait. J'ai levé ma main gauche nue. Mon pouce a glissé sur le moletage rugueux, de la tourelle d'élévation de la lunette. J'ai fait les calculs dans ma tête. Distance. Vitesse du vent. Pression barométrique. Humidité. J'ai même pris en compte l'effet de Coriolis. La rotation réelle de la Terre, sous la trajectoire de vol de la balle. J'ai tourné la molette. Clic et clic. Clic et le calcul était parfait. J'ai éloigné mon œil de la lunette pendant exactement 2 secondes, pour réinitialiser ma vision,
et faire baisser mon rythme cardiaque. C'est à ce moment-là que la lourde boîte de munitions en métal, près de mon coude, a commencé à vibrer. Mon téléphone satellite crypté était posé sur le couvercle rouillé. L'écran a illuminé la cage sombre, d'une lumière blanche éblouissante. Richard Bradley. 20 appels manqués. Il faisait exploser mon téléphone. Le manipulateur perdait la tête. J'ai fixé l'écran lumineux. Il n'appelait pas parce qu'il s'inquiétait pour moi. Il se fichait de savoir si j'étais sous le feu de l'ennemi. Il appelait, parce que tout son fragile ego narcissique venait d'être publiquement exécuté, sur le sol de Fort Bragg. Et il partait en vrille. Il appelait parce que son garçon en or, Tyler, ne pouvait pas arranger ça. Le faux boulot de défense d'entreprise de Tyler, ne pouvait pas sauver la réputation de Richard. Richard avait besoin de récupérer son souffre-douleur. Il avait besoin que je décroche le téléphone, que je m'excuse de l'avoir humilié, et que je me remette le collier autour du cou. Pendant 33 ans. Cette sonnerie était un sifflet pour chien. Si je ne répondais pas, il hurlait. S'il hurlait, ma mère pleurait. Si elle pleurait, je finissais par céder. Juste pour acheter quelques heures de paix factice, dans cette misérable propriété de Chicago. Mais je n'étais plus à Chicago. J'étais assise dans le noir. Sentant le carburant diesel. Tenant la ligne pour des hommes qui saignaient vraiment pour moi. Ici, les 3 étoiles de Richard ne signifiaient absolument rien. Son pouvoir était nul. J'ai tendu ma main gauche. J'ai appuyé fermement avec mon pouce, sur le bouton d'alimentation sur le côté du téléphone. Je l'ai maintenu enfoncé. 3 secondes plus tard, l'écran est devenu complètement noir. La vibration s'est arrêtée. Le silence dans la cage était absolu. Un poids immense et lourd s'est soulevé de ma poitrine. La chaîne invisible, qu'il avait gardée enroulée autour de ma gorge pendant 3 décennies, venait de se briser. J'étais libre. J'ai replacé mon poids derrière le fusil. J'ai pressé mon œil contre la lentille. J'ai appuyé sur le bouton push to talk de mon gilet tactique. Cible verrouillée. J'ai pris une grande inspiration. J'en ai expiré la moitié. Trouvant la pause naturelle au fond de mes poumons. J'ai pressé la détente. Crac. Le lourd recul m'a frappé l'épaule. Le silencieux a fait son travail. Réduisant le bruit à un bruit sourd et lourd. Il a fallu 5 secondes entières, pour que la balle traverse la vallée. À travers l'optique thermique. J'ai regardé la signature thermique blanche incandescente, à l'intérieur de la tour de garde. S'effondrer instantanément en avant sur les sacs de sable. La mitrailleuse lourde a cessé de tirer. La menace était neutralisée. Dans mon écouteur, j'ai entendu la voix de Vance grésiller à travers les parasites radio. Bon tir, fantôme. En mouvement. Une fenêtre de survie venait de s'ouvrir pour 12 opérateurs américains. Tout cela parce que la fille avec l'ADN pourri avait fait les bons calculs. 3 heures plus tard. La base d'opération avancée était calme. Le soleil s'était enfin couché. Faisant baisser la température juste assez pour rendre l'air respirable. J'étais assise seule à une table pliante en métal, à l'intérieur du centre d'opération tactique. Le lourd rabat en toile de la tente s'est ouvert. Vance est entré. Il avait l'air épuisé. Couvert de fine poussière brune, et de sueur séchée. Mais il était en vie. Ces hommes étaient en vie. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement marché jusqu'à la table, et a laissé tomber un épais dossier Kraft devant moi. La revue après action. AR. J'ai ouvert la lourde couverture en papier. Il y avait des pages d'analyse tactique, de décompte de munitions, et de coordonnées de quadrillage. Mais mes yeux se sont dirigés directement vers la section résumé, au bas de la page 2. Elle était surlignée avec un marqueur jaune vif. Le succès de l'exfiltration, et le taux de perte nulle de l'élément delta, sont directement attribués à la précision absolue de l'atout Phantom 7. Une opératrice exceptionnelle. J'ai lu les mots 2 fois. J'ai plongé la main dans ma poche cargo. Et j'ai sorti la douille en laiton vide de la cartouche que j'avais tirée. Le métal était encore légèrement chaud. Sentant la poudre brûler. Je l'ai serré fort dans mon poing. Sentant les bords durs et tranchants s'enfoncer dans ma paume calleuse. Richard pouvait garder sa grande maison.
Il pouvait garder ses dîners au country club. Il pouvait garder son fils gros et inutile. Et il pouvait serrer cette fausse lignée Bradley fort contre sa poitrine. Pendant que sa réputation s'effondrait en cendres. Je n'avais plus besoin de son nom. Pour la première fois de ma vie entière. J'ai regardé un bout de papier qui ne me disait pas que j'étais une déception. J'étais une héroïne. Et de retour en Caroline du Nord. Le général mangeait actuellement seul. Pendant que j'étais à l'autre bout du monde. Dormant sur un sol en béton, qui sentait le diesel et la cordite. Fort Bragg était en train de brûler. Pas physiquement. Mais dans l'armée, la réputation est une monnaie d'échange. Et Richard Bradley venait de faire complètement faillite. Les rumeurs se sont propagées à travers la base plus vite qu'un feu de graisse. 200 officiers commissionnés avaient été dans cet auditorium. Ils avaient tous vu le général 3 étoiles intouchable, se faire publiquement castrer par un colonel du JSOC. Ils avaient tous entendu les mots magiques. Niveau 5. Yankee White. L'histoire était brutalement simple. Le général mégalomane et arrogant. Qui avait passé des années à dégrader ouvertement sa belle-fille. S'est avéré être un imbécile absolu. La fille qu'il traitait comme une secrétaire glorifiée. Était en fait une opératrice de haut niveau, menant des opérations clandestines pour le Pentagone. Le mythe de la lignée supérieure des Bradley s'est brisé du jour au lendemain. Le major Thomas Yates. Le chien de garde loyal qui avait l'habitude d'aller chercher le café de Richard, et de rire à ses blagues cruelles. Fut le premier à quitter le navire. Le lendemain du briefing. Yates a soudainement déposé une demande de mutation vers un dépôt logistique au Texas. Les rats s'enfuyaient à toute vitesse du navire en train de couler. Terrifiés à l'idée que l'humiliation radioactive de Richard ne colle à leurs uniformes. Mais un narcissique n'accepte jamais simplement la défaite. Il redouble d'efforts. Mardi matin. Richard s'est enfermé dans son immense bureau d'angle. Son visage était d'un rouge bouffi et coléreux. Les veines de son cou épais saillaient au-dessus du col serré de son uniforme. Il a arraché le lourd téléphone de bureau de son récepteur. Et a enfoncé son doigt sur la composition rapide du chef d'état-major. David Sterling. Le téléphone a sonné 2 fois. Sterling a décroché. Sterling. A aboyé Richard. Sans même attendre une salutation. Sa respiration était lourde, humide et frénétique. Je veux le dossier du major Bradley sur mon bureau dans 5 minutes. Dossier de service complet. Historique des déploiements. Tout. Général. A dit Sterling. Sa voix était calme, presque ennuyée. Je vous l'ai déjà dit dans l'auditorium. Vous n'avez pas l'habilitation requise. Richard a serré le combiné en plastique si fort qu'il a grincé. Des postillons ont touché son sous-main. Ne jouez pas au jeu bureaucratique avec moi, David. A rugi Richard. Je suis un général 3 étoiles. Elle est ma fille. Je veux ce dossier non expurgé. Ou je jure devant Dieu, que je vous ferai réaffecter dans une station radar en Alaska d'ici vendredi matin. Vous me comprenez? Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Quand Sterling a finalement parlé, la température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Général Bradley, a dit Sterling. L'ennui avait disparu. Remplacé par une froide détermination fédérale. Cette ligne téléphonique est enregistrée. Êtes-vous actuellement en train d'utiliser votre grade, pour contraindre un officier subordonné à divulguer illégalement des renseignements classifiés concernant un agent clandestin de niveau 1? Richard a cessé de respirer. L'air emprisonné dans ses poumons, s'est soudainement mis à ressembler à de l'acide. Parce que Sterling a continué, son ton complètement plat. C'est un crime fédéral, en vertu du Federal Espionage Act. Êtes-vous en train de me donner un ordre direct d'enfreindre la loi fédérale, général? Le silence dans le bureau de Richard était absolu. Il fixait le téléphone. Pendant 30 ans. Il avait utilisé les règlements militaires comme une massue, pour écraser quiconque se mettait en travers de son chemin. Il avait utilisé les règles pour m'écraser. Maintenant, le poids lourd et impitoyable de la loi fédérale, avait refermé ses mâchoires directement sur sa gorge. Un mot de travers, et il ne perdrait pas seulement son commandement. Il passerait le reste de sa vie dans la prison militaire de Leavenworth. Non, a chuchoté Richard. Le mot a à peine réussi à sortir de sa gorge.
Clic, Sterling lui a raccroché au nez. La tonalité a bourdonné bruyamment dans le bureau vide. Le son de la défaite absolue et indéniable. Mercredi après-midi. 12h30, l'heure de pointe du déjeuner au club des officiers. Le club était le sanctuaire de Richard. C'était l'endroit où il tenait sa cour. Habituellement, lorsqu'il passait ses doubles portes, l'atmosphère de la pièce changeait. Les officiers subalternes s'écartaient précipitamment de son chemin. Les majors et les colonels interrompaient leur propre déjeuner, pour se lever, lui serrer la main, et essayer d'obtenir une miette de son approbation. Richard a poussé les lourdes portes en chêne. Il a ajusté sa veste, levant le menton, essayant désespérément de projeter l'aura d'un homme qui était toujours aux commandes. La salle à manger était bondée. 200 personnes qui mangeaient des steaks, buvaient du thé glacé, et parlaient par-dessus le faible bourdonnement de la télévision au-dessus du bar. Il est entré. Personne ne s'est levé. Un lieutenant-colonel, assis à la table la plus proche de la porte, a jeté un coup d'œil à Richard, a pris son verre d'eau, et a délibérément tourné sa chaise, pour faire face au mur. Un groupe de capitaines au bar, a soudainement trouvé ses bottes fascinantes, regardant droit vers le sol, alors que Richard passait. C'était un boycott complet et coordonné. La culture de l'annulation. Version militaire. Ils ne lui ont pas crié dessus. Ils ne l'ont pas confronté. Ils l'ont juste effacé. Pour eux, le général 3 étoiles n'existait pas. C'était un fantôme hantant son propre réfectoire. Les pas lourds de Richard résonnaient maladroitement, alors qu'il marchait dans l'allée centrale. Personne n'a croisé son regard. Personne n'a offert de chaise. Il a atteint le coin du fond de la pièce. Une petite table vide pour 2 personnes. Assise juste à côté des portes de la cuisine. La pire place de la maison. Il a tiré la chaise et s'est assis. Ses larges épaules affaissées en avant. Il a pris un sandwich à la dinde froid enveloppé dans du papier ciré. Il est resté assis là, mâchant du pain sec. Complètement isolé dans une pièce remplie de monde. Le sauveur de la lignée de la famille Bradley était mort. Il a glissé la main dans sa poche, et a sorti son téléphone portable personnel. Ses mains tremblaient. Il a ouvert un fil de messages texte. Il a tapé lentement. Ses doigts épais glissant sur le clavier numérique. Kira. S'il te plaît. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi au Starbucks sur la route 9 quand tu seras rentré. Juste toi et moi. Il a appuyé sur envoyer. Il a posé le téléphone face vers le bas sur la table, fixant le papier ciré, attendant une réponse qui ne viendrait pas, pendant 3 longs mois. 3 mois après le déploiement au Moyen-Orient. Un Starbucks anonyme, situé juste à la sortie de l'Interstate 95. Le genre d'endroit où les gens s'arrêtent pour utiliser les toilettes, et prendre un café noir brûlé avant de rouler encore 400 miles, 640 km. Un territoire neutre. J'étais assise sur une chaise en bois dur, dans le coin du magasin. Pas d'uniforme, pas de grade sur ma poitrine. Juste un t-shirt noir uni et un jean. La lourde porte en verre s'est ouverte. Richard est entré. Je ne me suis pas levé pour le saluer. Je l'ai simplement regardé marcher vers la table. Sans l'uniforme taillé sur mesure, et les étoiles d'argent. Il avait l'air petit. L'aura massive et intimidante, qui étouffait autrefois le domaine de Chicago, avait complètement disparu. Il portait un polo délavé et froissé. Ses épaules étaient affaissées. Son visage était pâle et creux. Il s'est assis en face de moi. Il a posé un grand gobelet de café en carton sur la table. Ses mains tremblaient. Il a baissé les yeux, et a commencé à gratouiller le manchon en carton autour du gobelet, décollant le bord encollé avec l'ongle de son pouce. Il s'est raclé la gorge. Il ne voulait pas croiser mon regard. Il gardait les yeux rivés sur le couvercle en plastique de son café. Kira, a commencé Richard. Sa voix était douce. Il essayait de jouer le rôle du père blessé et incompris. C'est bon de te voir. Je n'ai pas répondu. Je suis resté complètement immobile. Il a déplacé son poids sur sa chaise, se tortillant sous le silence. Il a levé les yeux, essayant de forcer un faux sourire triste. J'ai beaucoup pensé à ce qui s'est passé, a dit Richard, sa voix se serrant.
Et j'ai réalisé quelque chose. Si j'avais su. Si tu m'avais juste dit que tu dirigeais des opérations de combat. Je t'aurais protégé. Je t'ai poussé dans la logistique parce que je te voulais en sécurité. Je te voulais protéger, sous le nom des Bradley. Il a élevé la voix juste d'une fraction. Essayant de récupérer une dernière once de son autorité perdue. Il essayait encore de réécrire l'histoire. Essayant encore de se faire passer pour le héros. J'ai posé mes 2 mains à plat sur la table en bois. Je me suis penché en avant. J'ai verrouillé mes yeux dans les siens. Le regard du prédateur. Je lui ai laissé voir le vide absolu et terrifiant, qui le fixait en retour. Non, ai-je dit. Ce seul mot a fendu l'air, tuant ses fausses excuses instantanément. Tu ne me protégeais pas, Richard. Tu m'effaçais. J'ai gardé ma voix morte. Égale. Pas de colère, pas de larmes. Juste une autopsie froide et brutale de sa vie entière. Tu m'as repoussé dans la boue parce que tu étais terrifié. Tu avais peur qu'une belle fille avec un ADN pourri éclipse la fausse lignée supérieure que tu avais donnée à ton fils biologique. Tu ne voulais pas me protéger. J'étais un objet de dégoût pour toi. La bouche de Richard s'est ouverte. Il avait l'air de ne plus pouvoir respirer. Nous sommes une famille, Kira, a-t-il balbutié, en agrippant le bord de la table. Tu es toujours ma fille. Je n'ai pas scié. La famille n'est pas un laissez-passer gratuit pour la maltraitance, ai-je déclaré. Alors. Voici les nouvelles règles. Numéro 1, tu ne manqueras plus jamais de respect à mon service. Numéro 2, tu n'utiliseras jamais le nom des Bradley. Pour revendiquer une quelconque part de mon succès. Je n'ai pas besoin de ton nom de famille pour être exceptionnel. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai vu les muscles de sa mâchoire tressauter. À partir de cette seconde. Tu n'es plus rien pour moi, ai-je dit. Tu es juste un inconnu, avec une habilitation de sécurité inférieure. Richard est resté complètement figé. Sa main a arrêté de gratouiller le gobelet de café. Il m'a regardé. Et dans cette fraction de seconde, la vérité absolue l'a finalement brisé. Il a réalisé que la femme assise en face de lui, ne se souciait plus de lui. Je ne voulais pas de son approbation. Je ne voulais pas de son amour. Je ne voulais même pas de ses excuses. La dernière once de son arrogance s'est évaporée dans l'odeur du café brûlé. Il a lentement baissé la tête. Il a fait un petit signe de tête pathétique. Une capitulation totale et inconditionnelle. J'ai repoussé ma chaise en arrière. Je me suis levé. Adieu, Richard. Je ne l'ai pas appelé papa. Je ne l'ai pas appelé général. Je l'ai dépouillé jusqu'à son prénom. Et je l'ai laissé planter là. J'ai franchi les portes vitrées. La chaleur étouffante de l'après-midi, qui irradiait de l'asphalte noir, m'a frappé en pleine poitrine. J'ai marché jusqu'à mon camion, j'ai déverrouillé la porte, et je suis monté sur le siège du conducteur. Les charnières ont gémi quand j'ai claqué la lourde porte en métal. J'ai mis le contact. Le moteur a rugi pour prendre vie. J'ai mis la boîte de vitesse sur « Drive » et je suis sorti du parking. J'ai regardé dans le rétroviseur. À travers la vitre teintée du café, je pouvais voir un petit vieil homme solitaire. Assis tout seul, regardant d'un air absent un gobelet en carton. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Je n'ai plus regardé en arrière. 10 ans plus tard. L'auditorium principal de Fort Belvoir était plein à craquer. Sentant la cire pour sol, le polish pour cuivre, et le coton empesé. La puissante climatisation bourdonnait en arrière-plan, poussant de l'air glacial sur 200 uniformes de cérémonie verts. Je me tenais pile au centre, sur l'estrade en bois surélevé. Ma colonne vertébrale était une tige d'acier. Des centaines de soldats levaient les yeux vers moi. Ce n'était pas le faux respect forcé qu'on accorde à un politicien. C'était la confiance silencieuse et lourde, qu'on accorde à un vétéran du combat. Premier rang, siège central. Richard Bradley. Il avait 70 ans. Il ne portait plus d'uniforme. Il était assis, voûté, dans un costume civil gris bon marché et trop grand pour lui, qui engloutissait ses épaules étroites. Les 3 étoiles d'argent avaient disparu. Sa voix retentissante avait disparu. Son pouvoir avait été complètement anéanti. Son garçon en or, Tyler. Celui avec l'ADN supérieur des Bradley.
était actuellement assis dans un pénitencier fédéral à Leavenworth. Tyler s'était fait prendre en train de détourner 3 millions d'euros de contrat de défense. Richard avait passé sa vie entière à bâtir un faux empire, sur des fondations de sable. Et maintenant, il n'était plus qu'un vieil homme fatigué et brisé. Assis sur une chaise pliante. Regardant la belle-fille qu'il avait rejetée, monter sur scène. C'est une tradition dans l'armée, de demander à un membre de sa famille d'épingler le nouveau grade sur sa poitrine. Je n'ai pas choisi Richard. J'ai choisi le sergent-major de commandement Brenda Higgins. Brenda a monté les marches en bois. Ses bottes ont heurté les planches avec un bruit sourd, lourd et solide. Son visage était toujours aussi dur que du cuir craquelé, et elle sentait toujours légèrement le tabac bon marché et le café noir. Elle tenait les grappes de feuilles de chêne argentées de lieutenant-colonel, dans ses mains calleuses. Elle s'est approchée tout près. Alignant les épingles en métal pointu, juste au-dessus de ma clavicule. Elle a enfoncé les épingles à travers le tissu épais, de ma veste de cérémonie. J'ai senti le métal froid et dur, se presser à plat contre ma peau. C'était un poids physique, lourd et ancrant. Fier de toi, gamine, a murmuré Brenda, sa voix rauque comme une route de gravier. Tu as mérité chaque once de ça. J'ai regardé le public. J'ai baissé les yeux vers Richard. Il pleurait. De grosses larmes silencieuses coulaient sur ses joues profondément ridées. Tombant sur le revers bon marché de son costume. Il ne les a pas essuyées. C'était la réalisation écrasante absolue d'un homme. Qui comprenait enfin exactement ce qu'il avait jeté. Il avait écrasé un diamant dans la boue. Juste pour protéger un morceau de ferraille rouillé. Je l'ai regardé. Je n'ai pas ressenti une once de colère. Je n'ai pas ressenti de haine. La rage brûlante, qui m'empêchait de dormir la nuit, avait complètement disparu. J'ai juste ressenti de la pitié, froide et distante. Je lui ai fait un petit hochement de tête lent. C'était du pardon. Mais ce n'était pas une invitation. Il était définitivement exclu de ma vie. J'ai tourné la tête, et j'ai regardé droit devant moi le drapeau américain. 1 heure plus tard. La cérémonie s'est terminée. La salle s'est vidée dans la zone de réception brillamment éclairée. Je me tenais près d'une table haute de cocktail. Tenant un café noir dans un gobelet en polystyrène. Quand un jeune officier est entré dans mon champ de vision périphérique. Premier lieutenant Chloé Bennett. 23 ans. Renseignement militaire. Elle se tenait près des portes de sortie. Fixant le sol en linoléum éraflé. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Ses yeux étaient rouges, gonflés, et laissaient couler des larmes. J'ai posé mon café. Je m'en suis approché. Lieutenant. Elle s'est mise au garde à vous. Essuyant désespérément une larme de sa joue. Madame. Désolé, madame. Laissez tomber le grade, Chloé. Qu'est-ce qu'il y a? Sa voix s'est brisée. Épaisse de panique. C'est mon père. Le colonel Bennett. Elle a dégluti difficilement. Ayant l'air physiquement malade. Il refuse de signer mon dossier de renseignement. Il m'a dit que je suis une honte pour le nom de famille. Il m'oblige à démissionner de mon poste demain matin. Il veut que j'aille en école de droit, pour pouvoir rejoindre le cabinet d'affaires de son frère. Et protéger l'image de la famille. Il a dit que si je ne le faisais pas, j'étais morte pour lui. L'air s'est figé dans mes poumons. Il y a 33 ans. C'était moi. Debout dans un couloir sombre, m'étouffant avec des reflux gastriques. Cachant mes cibles de tir dans une boîte de munitions rouillée. Parce qu'un narcissique m'avait dit que je n'avais pas le bon ADN. Le fantôme de mon propre passé, se tenait juste devant moi. Pleurant dans un uniforme vert. Étant écrasé à mort, par la même machine psychologique. J'ai fait un pas en avant. J'ai réduit la distance. Je me suis tenu directement devant Chloé. Bloquant le reste de la pièce bondée. Je suis devenu un mur de briques solides, entre elle et le monde. Regardez-moi dans les yeux, ai-je ordonné. Chloé a sursauté. Elle a levé les yeux. Ses yeux rouges et terrifiés, s'ancrant dans les miens. Votre père vous a donné votre nom de famille, ai-je dit, en gardant ma voix basse et parfaitement égale. Mais ce n'est pas lui qui tient le stylo qui écrit votre vie. Vous n'êtes pas un ornement décoratif pour son héritage.
Elle a cessé de respirer. Les tremblements violents dans ses mains ont complètement disparu. Voulez-vous être un officier du renseignement militaire, ai-je demandé. Oui, a-t-elle murmuré. Alors laissez-le être en colère, ai-je dit. Enfonçant les mots dans sa poitrine comme des clous. Laissez-le hurler. Laissez-le vous exclure. La famille est censée être un bouclier, pas une prison. S'il veut vous enfermer dans une cage, juste pour protéger son propre ego fragile. Vous brisez la serrure. Et vous partez. Vous n'avez pas besoin de sa permission pour être exceptionnel. Bâtissez votre propre empire. J'ai regardé le feu s'allumer dans ses yeux. La peur s'est consumée instantanément. Remplacée par un défi froid et dur. Elle a redressé ses épaules. Elle a redressé sa colonne vertébrale. Elle n'allait pas se briser. J'ai souri. Je me suis retourné, et j'ai poussé les lourdes doubles portes en métal pour les ouvrir. Le soleil aveuglant de l'après-midi a frappé mon visage. Le ciel était d'un bleu brûlant et sans fin. J'ai pris une grande inspiration de l'air chaud. Je suis descendu du trottoir en béton, et j'ai marché vers la lumière. Si mon histoire vous a aidé à trouver votre propre force. S'il vous plaît, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire avec le mot Empire, et abonnez-vous à la chaîne. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine fois.